Alors, vous êtes plusieurs à me poser la question. Encore récemment, il y a un membre de la formation qui m'a posé la question, un membre de l'académie. Donc, il m'a dit, donc voilà, c'est sa question. Salut, petite question pour ceux qui font du consulting SEO. J'ai un e-commerçant qui est intéressé pour que je lui fasse des optimisations sur son site. C'est la première fois que je fais ça, donc j'aimerais savoir combien je devrais lui faire payer. D'où le titre de la vidéo, consultant SEO, quel est le prix à facturer. Donc ça, c'est la réponse que je lui ai répondu et je me suis dit que ça pourrait être bien de faire une vidéo pour illustrer un petit peu mes propos, voir ce qu'il en est. Ok. Donc, je lui ai dit, salut à toi. Est-ce que tu pourrais préciser ta demande s'il te plaît? Quelle est la nature de ton intervention exactement? Parce qu'en fait, tout ça pour te dire que pour un prix, ça se fait pas comme ça à la légère ou au hasard, c'est pas plouf plouf plouf. Il y a une espèce de cahier des charges, en tout cas moi c'est ce que je te conseille, et c'est vraiment surtout, alors tu as ton tarif en tant que freelance, peu importe le nom, consultant, prestataire, un tarif horaire. Tu peux négocier un tarif au forfait, moi ce qui me semble le plus simple, le plus logique, c'est un tarif horaire, mais c'est surtout que ce que tu vas facturer, ça va quand même tenir compte de la nature de ton intervention, ce qui est logique finalement. Tu ne vas pas facturer la même chose, par exemple, si tu as un petit site vitrine d'une dizaine de pages à auditer, qu'un site e-commerce de 10 voire 100 000 pages, par exemple. Pour autant, ton tarif horaire restera le même, c'est juste le nombre d'heures que tu vas facturer qui sera différent. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la nature de ton intervention exactement? De la prestation opérationnelle, tu dois faire toi-même le taf ou du consulting, des recours appliqués? Oui, alors ça, c'est important de le préciser parce que moi, donc, je fais quasiment plus de prestations parce que, ben voilà, ça fait depuis 2008, en 2023, au moment où je fais cette vidéo, ça fait plus de 15 ans. Je fais du SEO et 2003 dans le business en ligne. Donc voilà, à force, j'en ai un peu marre. Enfin, j'ai fait un peu le tour de la question à ce niveau-là. Ça ne m'intéresse plus trop. Je peux être amené à en prendre encore 2, 3, 4. Allez, je fixe la limite à 5 si le projet me plaît sous certaines conditions. Mais c'est pas quelque chose au prix de prime abord que je vais aller chercher. J'ai beaucoup plus de refus que d'acceptation. Et voilà. Mais en tout cas, c'est surtout du consulting. Donc consulting, c'est-à-dire que c'est quand même important de définir le terme. Quand tu positionnes en tant que consultant, c'est vraiment des recommandations. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas regarder le site, tu vas faire des audits, peu importe de la manière tu vas formaliser tout ça, que ça soit par mail, par message audio, vidéo, téléphone, peu importe. En gros, l'idée, c'est toujours le même. C'est qu'en gros, tu vas relever tel truc qui ne vont pas. Tu vas faire des préconisations, des recommandations, peu importe le terme. En gros, tu vas dire ce qu'il faut faire et le client va appliquer lui-même, la plupart du temps non d'ailleurs. Il aura une équipe en interne si c'est un pure player, s'il est suffisamment développé. Voilà, il aura l'infrastructure en interne nécessaire. Par exemple, en fonction de la nature de tes recommandations, c'est plus ou moins technique, ça peut être un développeur, avoir un sysadmin éventuellement, c'est sur la web pair. Si c'est en fonction des recommandations plus ergonomiques, ou voire peut-être avec un designer, un graphiste, pourquoi pas peut-être un DA si l'infrastructure est bien implantée, un intégrateur, bref, voilà. Ou alors, si c'est une petite structure locale, un petit peu, si maintenant c'est très rare, le webmaster c'était plus le cas à l'époque, très rare, c'est vu que le métier s'est beaucoup verticalisé. Ou alors, le cas fréquent, également, il passe par l'intermédiaire par une agence web. Dans ce cas-là, tu vas interagir pour la partie technique avec l'agence web où le client, souvent, va plus servir d'intermédiaire finalement. Il va passer tes préconisations à l'agence web. Ok, mais tu te positionnes en tant que consultant, c'est pas toi qui fais les modifications directement. Un cas de figure qui est moins fréquent mais qui arrive, c'est la prestation. Il y en a qui le font, c'est la prestation opérationnelle, c'est-à-dire que tu fais toi-même le taf, tu mets les mains dans le cambouis. Moi, le seul cas de figure où je faisais ça et où je recommande de le faire, c'est mon avis, c'est quand je travaillais à l'agence du coup et je le faisais si on avait la main sur le site internet. C'est-à-dire qu'en gros, le client, il arrivait, par exemple, on lui faisait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il y avait la création de site internet et la campagne de référencement derrière. Dans ce cas-là, j'intervenais directement dessus parce que je connaissais le CMS, le CMS était optimisé dessus, je savais où il fallait taper, etc., etc. Et sinon, le client arrivait avec un site existant, on lui proposait une refonte. Donc, il y avait quand même la partie site en amont. J'intervenais en fait, si et seulement si, on traitait la partie site en amont et on mettait tout simplement notre CMS. Pourquoi ? Pour des raisons finalement de bon sens, parce que notre CMS, on le connaissait vu que c'est nous qui l'avions fait. Et donc, on savait ce qu'il fallait faire. Sinon, donc vu qu'on avait le positionnement agence de communication, voilà. Sinon, je n'intervenais pas. On faisait déjà pour des questions de responsabilité, parce qu'à un moment donné, chacun son métier. Il faut savoir, et ça je l'ai toujours dit et je le redis, le métier de SEO, il y en a beaucoup qui sont, donc je rejoins d'ailleurs la vidéo de Paul qu'il a fait à ce sujet, une très bonne vidéo sur ce qu'il pensait de la communauté SEO au sens large, et je partage totalement son avis. L'immense majorité, dans l'ombre d'ailleurs, c'est une communauté qui est bienveillante, qui est très intéressante, qui a envie d'apprendre, etc., etc.
et qui est relativement humble, et la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, et globalement, il y a quand même beaucoup de tocards, des vieux cons, vieux gris, on l'appelle comme on veut, et qui sont, en tout cas, le syndrome, c'est surtout prétentieux, et qui vont croire, qui vont être en capacité de tout gérer. Enfin, c'est surtout, d'ailleurs, c'est le fait ce que je dis, pas ce que je fais, parce que ces personnes-là, souvent, il y a une paire d'années qu'elles ne sont plus dans le game, qu'elles sont plus directement dans le truc. Et le problème de ça, c'est que si tu as la prétention de faire ça, ça va te retomber sur la gueule. En tout cas, tu as un risque majeur parce que, ben voilà, chacun son métier. Toi, en tant que SO, le SO, déjà, c'est un métier suffisamment complexe à ce niveau-là. Hein, depuis quoi, on est 2023, 2008, je suis dans le métier, donc 15 ans. J'ai vu l'évolution, ça s'est complexifié, même si les bases quand même restent les mêmes, hein, mais ça s'est quand même complexifié, pardon. Il n'y avait pas de préconisation de WebPerf, si, il y en avait déjà à l'époque. On avait la chance de travailler en amont, faire les choses correctement avec un bon serveur et tout, mais c'était quand même, voilà, c'était quand même un petit peu plus simple, on va dire. Et voilà, il y a suffisamment un champ d'action qui est quand même de plus en plus large, donc suffisamment de matière à traiter. Et en fait, la particularité de notre métier en tant que SEO, c'est quand même important, je fais une aparté sur le champ d'action, le périmètre d'intervention, c'est toute la complexité, la subtilité et finalement la beauté du métier aussi. C'est qu'on intervient, alors sur tous les maillons de la chaîne, je ne sais pas, mais sur plusieurs maillons de la chaîne, ça c'est sûr et certain. Je prends l'exemple le plus flagrant, le plus parlant pour moi dans le cadre de la création de site. Quand tu as un client qui vient te voir, je parle du process type en tout cas en agence de com même, tu as un client qui vient te voir, donc voilà, tu as le rendez-vous, le projet client, le rendez-vous commercial, le rendez-vous de projet, débrief, patati patata, signature des devis, etc. Ensuite, tu as le rendez-vous avec le DA pour faire les interfaces et tout. L'énorme chance que j'avais dans la boîte où je travaillais, dans l'agence de com, c'est qu'il y avait une connaissance, une prise de conscience forte des problématiques de référencement, des enjeux de référencement. Voilà, et donc du coup c'était traité dès en amont. Quand je dis dès en amont, c'était traité, je pense qu'à ma connaissance il y avait très peu de boîtes d'ailleurs à l'époque, peut-être c'est sûrement plus le cas maintenant, mais qui faisaient ça, qui traitait la partie SEO dès la conception des interfaces. Et je répète, la conception, même pas la validation, la conception des interfaces. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, les DA, quand ils étaient avec les clients, les infographistes, ils allaient mettre des petits détails comme ça, ils parlaient sur le footer, sur le header, ils calculaient, ils pensaient à moi, on va dire, à ce niveau-là, on se concertait, je regardais les interfaces, tout ça, voilà, les petits trucs qu'on pouvait subtilement agréger et qu'on expliquait pour faire valider aux clients. Et ça, c'est le genre de détail qui fait clairement la différence. En fait, pour moi, et j'insiste là-dessus parce que c'est bien beau de s'attribuer les mérites en tant que SEO. Quand tu es prestataire et surtout quand tu travailles en tant que dans une agence, ce qui faisait le succès des campagnes de référencement, c'était pas uniquement le fruit de mon travail. J'avais ma part du job, effectivement, oui, les recos, la stratégie, tout ça. Mais j'avais une équipe à gérer, mais c'est surtout que c'était un travail d'équipe. C'est-à-dire que ce qui faisait le succès d'une campagne, déjà le client, parce que tu as beau faire toutes les recos du monde, si le client les applique pas à un moment donné, voilà quoi, c'est un travail d'équipe. Et en interne, j'avais la chance, comme je t'ai dit, ça c'était énorme, d'avoir vraiment cette prise en compte dès le départ de l'interface, c'est-à-dire qu'il y avait un travail du DA ou de l'infographiste en fonction des projets, donc sur l'interface qui m'aidait en amont déjà. Il y avait une optimisation forte du CMS, c'est-à-dire qu'en gros, le CMS a vraiment été spécialement, on avait fait plusieurs versions. Déjà à la base, il était déjà optimisé pour le référencement et même quand je suis arrivé également dans la boîte et même on a fait une mise à jour, il y a eu plusieurs versions et vraiment... Alors, la mise à jour, elle a été faite uniquement pour le SEO, je ne pense pas non plus, il ne faut pas déconner, mais en tout cas, il y a eu une intégration forte, on a profité à ce niveau-là. Donc ça, c'est énorme. Une fois que les interfaces étaient validées, elles passaient donc à la découpe en intégration. Pareil, l'intégrateur qui avait une connaissance forte en référencement, donc à l'époque, on appelait pas ça SEO, des référencements, et peu importe. Pareil, il prenait en compte, il me demandait, Seb, comment tu ferais ça, je te rajoute ça te va, tac, tac, machin, tac, les liens, les emplacements et tout. Le développeur, pareil, qui prenait... et ça, c'était vraiment une énorme valeur ajoutée, en fait, de pouvoir... J'ai eu cette énorme chance que tous les maillons de la chaîne en amont, avaient une considération, c'est vraiment le terme, considération pour mon travail, mais considération pour la contrainte de référencement en tant que telle, avaient compris l'enjeu, et donc j'interagissais, j'avais l'énorme chance d'interagir sur tous les maillons de la chaîne en amont, sur la conception des interfaces avec le DA ou l'infographiste, ou les infographistes, l'intégrateur, d'ailleurs par la suite les intégrateurs, vu qu'après l'équipe s'est développée, enfin bref, ensuite le ou les développeurs.
Et moi, j'intervenais finalement à la fin de la chaîne, une fois que tout était fait au niveau du site. Je rajoutais la dernière couche, mais déjà, tu vois, il m'avait facilité vraiment le travail. J'avais, allez, j'exagère à peine, quasi 50% du taf de fait, tu vois. J'avais bien sûr les URL writing, des trucs comme ça à faire et tout, mais déjà, il y avait une grosse partie du travail. Je ne sais pas si c'est 50%, mais en tout cas, une grosse partie du travail qui était dégrossie, qui était déjà très appréciable. Mais c'est surtout que c'est pour ça que je pouvais me permettre non seulement d'intervenir dessus en prestat opérationnel, mais en plus de ça, je le recommandais. C'est pour ça que je faisais tout pour convaincre le client à passer, à faire une créative ou à faire une refonte à l'agence. Non pas pour lâcher un billet sur la création de site, bien sûr pour la question de rentabilité, mais c'est surtout que moi derrière, je savais que j'avais des meilleurs résultats, c'était factuel, je le comparais, stratégie équivalente, il y avait zéro débat là-dessus, et j'avais des meilleurs résultats parce que voilà, tout était fait en amont. Déjà, quand migrer également un site sans refaire de retouches additionnelles sur notre serveur, boum, déjà l'optimisation était, voilà, bref, et le code était propre, enfin voilà. Et donc à ce niveau-là, c'est pour ça que la presta opérationnelle dans ce cadre-là est pleinement recommandée et même favorisée. C'est le seul cas pour moi où je la recommande. Sinon, si c'est un CMS que je ne maîtrise pas, alors de manière plus large, tout CMS d'ailleurs, hein, Shopify, même si c'est du WordPress où j'estime avoir suffisamment de connaissances, mais je ne suis pas développeur. C'est-à-dire que développeur, il y a une énorme différence entre faire un petit site, voilà, pour, allez, j'en sais rien, Jeannot Michel, Micheline, et par exemple, même moi, pour mes propres sites, que encore une fois, l'approche artisanale, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, un site très basique, voilà, une petite boutique, je vais greffer une boutique WooCommerce, des passerelles de paiement, PayPal, Stripe, voilà, très basique, ou un petit site boutique. Pourquoi pas faire sur du Shopify, pourquoi pas me lancer, ou Drupal, d'autres CMS, voilà. Mais ça reste très basique, voilà. Si j'ai un client qui vient me voir pour le développement sur mesure, j'insiste, d'un portail immobilier ou etc. Clairement, je vais le renvoyer vers une agence que je connais ou vers un autre prestataire parce que voilà, je fais pas la création de site à la base, d'accord. Même la création de site a différents métiers verticalisés depuis Mathusalem depuis une paire d'années, intégrateur, développeur, voilà. C'est pour ça que je dis le webmaster, ça fait une paire d'années que ça n'existe plus. Tout ça pour dire que voilà, chacun son métier, chacun sa compétence, ok. Et donc pour moi, j'estime que c'est une erreur. En tout cas, je ne recommande pas d'intervenir directement. Il y a certains cas très particuliers, effectivement, si c'est un petit projet, un petit entrepreneur, c'est pas péjoratif quand je dis ça, un petit budget, à l'agence on le faisait de manière très sporadique, très ponctuelle, pour du 100 € par exemple par mois, on ciblait un petit mot-clé, enfin quand je dis mot-clé, c'est pas un petit mot-clé, c'était un mot-clé très précis, d'ailleurs je vais révéler le mot-clé depuis il y a prescription, c'était ostéopathe Lyon, donc c'était quand même un beau mot-clé, un très bon mot-clé, on l'avait positionné en première position, mais quand je dis petit mot-clé, c'est qu'on avait ciblé le contrat par rapport à la contrainte budgétaire uniquement sur ce mot-clé-là, c'était le mot-clé principal, comme, je ne vais pas révéler d'autres niches, mais voilà, par exemple, c'est un plombier Paris, ce que tu veux, voilà, un mot-clé, ok. Et on était axé uniquement en, opérationnel, factuel, on évitait la branlette intellectuelle, rapport et compagnie, pour optimiser dans l'intérêt du client, pour optimiser son budget, et nous, axé sur l'opérationnel, l'intervention. Voilà, ça, c'était la partie qui était importante à faire. Comment tu te positionnes en tant que prestataire, parce que je vois qu'il y a souvent un méli-mélo, un flou à ce niveau-là, surtout quand les personnes qui débutent, et c'est normal, moi c'est un conseil que j'ai à te donner, voilà, différencier, prestat opérationnel, consulting, comment tu te positionnes, c'est un choix personnel, moi je te fais part de mon avis, à toi de voir à ce niveau-là. Ensuite, parce que c'est quand même important pour finir là-dessus, en fonction de ton positionnement en prestat opérationnel ou consulting, forcément ton tarif va varier, même si tu définis un tarif horaire, quand tu es en prestat opérationnel, ça va nécessiter plus de taf qu'en consulting, sur le papier, objectivement parlant, donc tu vas facturer plus d'heures et donc ça coûtera plus cher à l'arrivée au client. Après, encore une fois, c'est un calcul global. Si derrière, il fait des économies, il évite de passer par une agence, à toi de voir. Mais en tout cas, tu vas assumer une responsabilité supplémentaire. Tu risques de sortir de ton rôle, de ton champ de compétences. Pour moi, c'est pas quelque chose que je recommande, mais après, à voir. Il n'y a que toi qui peux répondre à la question. Quel est le prix à facturer? Alors ça, c'est effectivement, c'est le juste prix, le fameux juste prix. Pour moi, le juste prix, c'est très simple. C'est le prix qui est à la fois juste pour toi, sur lequel tu te sens à l'aise à facturer ça, dans lequel tu ne vas pas avoir cette impression de ce qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur, l'impression d'arnaquer le client, etc. Tu ne vas pas chercher à surfacturer, pas sous-facturer non plus, c'est important de ne pas te dévaloriser, de facturer à ta juste valeur, okay, par rapport à la valeur que tu amènes, et par rapport à ce que le client est prêt à payer, et toujours avoir cette logique de ROI, de retour sur investissement. Donc c'est toujours pareil, l'offre et la demande. Cette réponse dépend entièrement de toi, ton rapport à l'expérience, à l'estime de toi également, etc. Donc par rapport à ça, j'ai préparé quelques questions de bon sens qui peuvent te donner des directions, de la matière pour ton raisonnement. Donc quel est ton niveau en SEO? Ça c'est quand même la base, la première question à te poser. Est-ce que tu es débutant, profil intermédiaire, confirmé? Est-ce que tu as moins de 5 ans d'expérience, plus de 5 ans? Pour moi, ça me semble évident. Ça va tenir compte de ton niveau d'expérience. Tu as les résultats bien sûr, mais ton niveau d'expérience.
C'est-à-dire que si tu débutes dans les SEO, que tu as quelques mois, que tu as moins d'un an, ou que tu as même 1 ou 2 ans, pour moi, ça me paraît évident que tu vas facturer moins cher que quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience. Enfin, je veux dire, ça me semble d'une logique imparable parce que, t'as beau dire ce que tu veux, l'expérience, ça reste, à un moment donné, une des compétences numéro 1. Voilà, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Tu as du recul, il y a des choses que tu vas voir avec le recul que tu n'auras pas fait forcément gaffe avant. Je suis bien passé pour le savoir, voilà. Tu passes d'une vision un peu limitée hier à plus une vision plus globale. Donc, pour moi, c'est évident, ça va se ressentir sur le tarif. Okay. Ensuite, tu as les résultats, c'est quand même la base. Les résultats SEO que tu as en capacité à apporter au client. Quels sont tes résultats de ranking? Ça, c'est également important parce que, par exemple, tu peux avoir un mec qui a 3 ans d'expérience. C'est pas forcément que ça va être un charlot, mais par exemple, tu vas avoir des résultats probants sur des mots-clés concurrentiels. Il va pas avoir des premières positions. Voilà, celui qui est, par exemple, je préférais, si je devais choisir, je vais tenir compte bien sûr de l'expérience, mais si je devais faire un choix entre les deux, tu tiens compte des deux, mais un choix en priorité, c'est le résultat, c'est la base, c'est notre métier. C'est-à-dire que là, par exemple, le mec, il a, j'en sais rien, bon allez, 1 an d'expérience et il a des très bons résultats. Quand je dis très bons résultats, c'est concrètement, il arrive à se positionner dans les premières positions sur des mots-clés concurrentiels, bankable, référence, et qu'un mec qui a, j'en sais rien, 5-6 ans d'expérience, qui est un peu pantouflard et qui, voilà, n'est pas foutu de s'adapter. Donc forcément, je vais être prêt à payer ça. Là où je mettrai un bémol, c'est que, attention, c'est ce que j'appellerais, alors la fougue de la jeunesse, je suis toujours jeune, mais c'est ce côté, cette fougue quand tu démarres, c'est là aussi où j'ai évolué, parce que voilà, tu vas vraiment chercher le ranking pur, tu n'auras pas tendance à anticiper les problèmes, anticiper par exemple les pénalités, tu auras un peu la vision œillère, la vision tunnel. Et que je vois où ça a évolué maintenant, c'est quand même que j'ai toujours ce côté, voilà, positionnement, résultat, mais je suis plus modéré quand même dans les actions. Voilà. Ça dépend bien sûr aussi si c'est pour tes sites personnels ou les sites de tes clients. Tu as quand même la problématique client que, voilà, c'est quand même en fonction de s'il n'applique pas les recos, c'est toujours, mais déjà pour tes sites personnels. Bon, donc c'est les résultats, niveau résultat en fonction de ce qui a déterminé le ROI. Combien de CA potentiel, c'est quand même une question clé également. Tu as en capacité, tu peux générer. Tu peux générer. Il y a une copie. Combien de CA potentiel peux-tu générer grâce à ton travail de SEO? Quel est le ROI potentiel que ton client peut espérer en combien de temps? Ça, c'est une question pour moi fondamentale dans le cadre d'une prestation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quoi? Concrètement, on en revient à la valeur. Le client, il te démarche à l'instant T avec, voilà, il a un CA de X euros, admettons, j'en sais rien, il génère 2 millions, allez, on va dire 300 000 euros, voilà, 300 000 euros annuels. Et au bout d'1 an et demi de prestation, voilà, tu l'as aidé à dominer la thématique et, admettons, grâce à ton travail, il aura un CA x 10, par exemple 2-3 millions. Ok. Bon, et bien ça, forcément, ça a un prix. Le CA que tu vas être en capacité de générer grâce à la captation de position, à la domination de marché, tu vas l'aider à prendre des parts de marché. Donc, il est évident qu'en fonction de la valeur que tu lui amènes, toi, ta valeur doit tenir compte également du fruit de ton travail. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quand même important. En fonction de tes réponses, tu obtiendras un juste prix. Bon, après, par rapport à ça, c'est des questions quand même essentielles. Moi, je vais te répondre effectivement par rapport à mon expérience et ma vision du juste prix ici. Le juste prix, pour moi, c'est quand même psychologique. C'est celui où tu te sens à l'aise avec. Ça, c'est important quand même. Hein. Tu sens s'il y a une dissonance, ça fait rire quand tu parles de ton prix, si tu es à l'aise ou pas, si tu l'assumes pleinement ou pas. Voilà, ok. Il y a une certaine assise, on va dire. Si en disant le prix, tu sens que tu ne l'assumes pas ou que tu es gêné avec, c'est que ce n'est certainement pas le bon prix en tout cas. Ok. Donc ça marche dans les deux sens. On va parler concret. Moi, je vais te parler de mon cas personnel pour que tu comprennes, parce que j'ai aucun souci avec ça. Donc j'ai bossé grosso modo dans les grandes lignes en agence de 2008 à 2012. Voilà, ok, c'est la première tranche. Donc je me suis mis à mon compte en 2013, donc soit 5 ans après. Donc je me suis basé, j'avais besoin d'un repère, un tarif de référence. Je me suis basé sur le tarif journalier de l'agence à l'époque à 590 euros, donc hors taxe, 590 euros hors taxe. Voilà. Donc de la journée, ouais, journalier. Oui, voilà, tarif journalier. Donc j'ai fait un compte rond dans lequel je me sentais à l'aise par rapport à ça. 500 euros hors taxe, ok. C'est ce que je facturais à l'époque en 2013, c'est le tarif d'un consultant. Voilà. Donc ça faisait 75 euros de l'heure et 500 euros la journée. En 2020, je me sentais plus du tout aligné avec ces tarifs-là, quand on enlève les charges et compagnie, enfin voilà, par rapport à l'expérience que j'avais acquise, par rapport à la valeur que je délivrais, j'étais en capacité de délivrer. J'avais l'impression clairement de me prostituer et donc je suis passé à 1000 euros de tarif journalier. Donc j'ai doublé mon tarif journalier, ok. Et en 2021, tu vois, je me sentais à nouveau plus du tout aligné avec ce tarif. J'ai augmenté mon tarif et donc ce tarif correspond donc à mon prix actuel, 200 euros de l'heure et 1500 euros la journée. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens pleinement aligné avec ce tarif, je l'assume et je suis à l'aise. Voilà, ça c'est mon tarif actuel. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on voit quoi? On voit qu'en 2013, il y a un tarif à 500, entre 2013 et 2023. Enfin, oui, en 2023, mais tu vois, en 2021, je l'avais augmenté. Donc, allez, moins de 8 ans, ça fait donc 8 ans après. Ouais, 8 ans après.
8 ans après, on est passé, allez, même si en 2023 pour rester simple, 10 ans après, on est passé à x3. Mais tu vois, 8 ans après même, 8 ans après, j'ai augmenté. Et on voit que de 2013 à 2000, allez, donc 19, tu vois, il y a eu 6 ans, donc je suis resté 6 ans au même tarif. Et 2020, paf, il y a eu un switch, j'ai doublé. Et tu vois, après, l'exemple d'après, en l'espace d'un an, pouf, je l'ai encore augmenté, tu vois. Donc il y a eu vraiment une évolution resserrée ici. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau des compétences, il y a une prise de conscience, également au niveau de la connaissance de soi, de l'estime de soi, etc. Bref, c'est quand même un travail global à ce niveau-là et c'est quelque chose sur lequel je sais que pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est un tarif qui me semble juste à l'heure actuelle parce que je sais que le client qui viendra me voir, je sais que ça restera une opération rentable pour lui, très rentable même par rapport à ce que je suis en capacité de délivrer. Je sais que ce n'est pas fait pour toutes les bourses, mais je suis OK avec ça parce que justement, je ne cherche pas, moi au jour d'aujourd'hui, de toute façon, comme je t'ai dit, ça c'est plus du tarif que aujourd'hui, c'est plus du coaching que je fais. Le suivi, je t'ai dit, c'est plus moi qui suis en capacité de filtrer les demandes. Je sélectionne, je choisis si ça me plaît ou pas. Et la plupart du temps, je refuse parce que j'ai, entre guillemets, le luxe de me payer ça, de pouvoir sélectionner à ce niveau-là, de refuser. Alors, c'est quand même important de préciser la chose. Est-ce que je me sens prêt à augmenter mes tarifs aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, car j'estime que ce ne serait pas raisonnable. C'est à un moment donné, tu as une limite, tu ne peux pas non plus facturer. Ou alors, tu t'orientes plus sur un public cible différent, sur un domaine du luxe, d'accord ? Tu cibles vraiment une clientèle plus spécifique. Et puis, il y a une raison très simple à ça, c'est que déjà, moi, encore une fois, je ne me sentirais pas pour l'instant à l'aise à facturer plus. C'est un tarif que j'estime juste à l'heure actuelle dans lequel je me sens à l'aise. Et en plus de ça, je me sens moins concerné parce que, je le répète, la prestation classique, ça ne m'intéresse clairement plus. C'est vraiment compte-gouttes. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander en ce moment de ça, à vouloir que je vous accompagne. J'en suis désolé, mais la plupart du temps, je refuse. J'accepte très peu au compte-gouttes. Voilà, c'est quelque chose qui ne, pour l'instant, aujourd'hui, qui me... Pas, je veux dire qui ne correspond plus, mais qui ne m'attire plus. Donc voilà, par rapport à ça, le tarif, entre guillemets, gelé. Voilà. Mais ce qui est important ici, c'est pourquoi j'ai augmenté mes tarifs. Pour deux raisons. Donc il y a l'aspect factuel et psychologique. Parce que mon expérience et mes résultats ont augmenté, ça c'est factuel. Forcément, j'ai plus d'expérience ici en 2020 si j'ai augmenté parce que j'ai senti que quand j'ai vu la valeur que j'avais délivrée sur mes dernières prestations clients et j'avais eu le sentiment clairement de me prostituer entre guillemets. J'ai pas de regret par rapport à ça parce que ça j'ai aussi également appris, mais j'ai vu qu'il y avait une dissonance, j'étais plus en adéquation par rapport à ça. J'avais laissé mes tarifs par gentillesse également. Voilà, c'était plus mis à jour. Ok. Et parce que surtout mon estime et ma valeur a augmenté, je me connais mieux également, donc il y a une prise de conscience. Ça rejoint l'estime de soi. Donc ça rejoint la notion de valeur. Je sais que je suis en capacité d'apporter un ROI monstrueux. Je sais aussi que travailler en dessous de ce prix-là ne m'intéresse clairement pas, mon temps est trop précieux. Donc si par exemple il y en a, le tarif, je sais que c'est pas à la portée de toutes les bourses, il y en a qui vont pas pouvoir, qui vont pas avoir les moyens de se payer ça, ou voilà. Et dans ce cas-là, c'est OK. Et dans ce cas-là, qu'ils aillent contacter d'autres confrères. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas moi qui vais leur courir après. C'est que voilà, je suis pas la personne à ce niveau-là qui les correspond, tout simplement. OK ? Voilà. Ensuite, est-ce que j'aurais facturé, et ça, je finirai là-dessus, c'est quand même important de le préciser. Est-ce que j'aurais facturé ce prix en 2013 ? Non, certainement pas, et c'est important de le préciser. Je n'avais pas l'expérience et le recul nécessaire pour assumer ce tarif. Niveau psychologique non plus, je n'avais pas l'assise nécessaire. Bon, voilà les éléments de réflexion, je ferai une vidéo à l'occasion, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Voilà, quand je suis sorti de l'agence en 2013, c'est pour te dire qu'il y a une logique. Je sais que quand tu es les débutants, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je vois à l'heure actuelle sur Twitter notamment. Je vois que les gens ont faim et c'est bien d'être ambitieux et tout, mais il y a quand même des étapes à franchir. Tu peux pas arriver du jour au lendemain, paf, ça y est, je deviens expert, paf, je facture 1500 la journée, 200 euros. Non, il y a quand même un cursus, c'est normal. Je n'aurais pas facturé ce tarif-là dès que je me suis mis à mon compte et pour autant, j'avais quand même 5 ans d'expérience. À ce niveau-là, il y a une évolution parce que c'est pareil, il y a une différence entre être SO en tant que salarié et être SO en tant qu'entrepreneur. C'est quand même une différence qui est importante. Voilà, moi, c'est ma vision à ce niveau-là que je te partage. N'hésite pas à me faire part, encore une fois, en commentaire, juste en dessous de toi, ce que tu penses de tout ça, ta vision à ce niveau-là, ton avis, en tant que prestataire ou pas, si tu souhaites te lancer, si ça a pu t'éclairer, ça m'intéresse. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo, ça t'a plu, ça donne de la force également. Si tu es intéressé par justement un accompagnement, un coaching, tu peux me contacter ici. Bon, le plus simple, c'est que tu me contactes directement. Donc là où je suis le plus actif, c'est Telegram ou par mail également, tu peux me contacter. Tu peux me contacter ici, en bas, formulaire de contact, voilà, ok, ou Twitter, bref. Ici, le programme le plus complet, ça reste l'Académie. C'est vraiment le programme SEO le plus francophone, vraiment le plus complet sur le marché francophone. Vraiment axé stratégie, vraiment, si tu n'en as qu'un à prendre, c'est clairement celui-là. Après, tu as les formations plus avancées, plus spécifiques comme GSA, SER, plus axé netlinking automatique et Black Hat. Rank and Rank, plus axé monétisation SEO locale. Okay. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre la newsletter si tu veux profiter vraiment d'une
d'une réflexion, le côté mindset, plus business en ligne autour vraiment de tout ce qui va graviter autour du SEO, parce qu'il n'y a pas que le SEO dans la vie. Moi, ce qui m'a vraiment motivé à la base, c'est le côté business en ligne. Ok, tu seras également tenu informé des bons plans ou de la sortie de nouvelles formations. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est clairement là où je suis le plus actif. Tu as le canal et également le groupe Telegram où tu bénéficieras vraiment de l'accès à la communauté, de l'échange communautaire. Et c'est vraiment ce qui est intéressant à ce niveau-là. On a une belle communauté au jour d'aujourd'hui et je t'invite à rejoindre le mouvement dès maintenant. Et en attendant, moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!